Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Salut à tous, c'est Olivier Audou, numéro spécial pour ce numéro d'avril, un spécial Radio Days Europe. Les Radio Days ont eu lieu le mois dernier à Athènes. J'en reviens avec plein de petites interviews réalisées dans les allées du salon. On retrouvera notamment Laurent Frisch de Radio France, Katia Sanero de Louis Média, Lionel Guiffan de RCS Europe, Jacqueline Birost du World DAB, Eric Adelbrecht de maradio.be et Laurence Harrison de Radio Player Monde. Avant cela, on fera comme chaque mois un petit tour de l'actu radio et Julien Vigier nous partagera ses carnets d'écoute. Des ondes Vocast. Mais avant cela, j'accueille Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier, salut tout le monde, ravi de venir rapidement vous faire un petit coucou. Tu produis et animes le programme en duo Rémi et Jam sur de nombreuses radios en France. Et ce mois-ci, on ne va pas te retrouver comme d'habitude, car l'agenda de ce numéro est déjà bien chargé avec les Radio Days. Mais tu nous as préparé une petite surprise. En ce moment, ça bouge énormément sur le mercato, la structure des grilles de rentrée, même sur le média télé, c'est un grand chamboule-tout. Alors c'est vrai que même si ce qui nous anime le plus, c'est de suivre l'actualité du média radio, on se disait que ça serait peut-être bien de prendre un petit peu de recul et voir ce qui se passait dans les années 90, 2000, 2010. Alors oui, bien sûr, le retour de Max sur RMC Gold nous a inspiré et on aura du Ricky Larsen. Il est classé numéro 1 pour la deuxième fois dans les 3 premiers, plus une place, ex-numéro 2 de la semaine dernière. Les extraits cultes du Star System, mais pas seulement, beaucoup de surprises. On a noté, je crois, le 15 avril, si je me trompe pas, Olivier. Et voilà, c'est ça, la surprise. C'est un numéro spécial hors série des ondes Vocast, un spécial archive. Ce sera le 15 avril. Donc en avril, vous aurez bien 2 numéros au lieu d'un. Celui-ci dédié aux Radio Days et dans 2 semaines, ce numéro spécial archive spécialement concocté par Rémi. Merci Rémi, on te retrouve donc dans une douzaine de jours. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on attaque tout de suite avec le Zoom Actu. Rémi l'a dit, le retour de Max sur RMC Gold, une nouvelle radio consacrée aux années 80 et 90. Sans doute inspirée par le succès de Nostalgie, une radio 100% numérique disponible sur les applis de RMC et peut-être bientôt sur le DAB. Et avec donc une libre antenne de l'animateur Max du lundi au jeudi de 22h à minuit. L'actu, c'est aussi cette information révélée par Le Figaro sur des discussions qui seraient en cours pour un retour de Coé le matin sur Europe 2 et donc a priori le départ qui serait imminent de Benjamin Castaldi. Au niveau de la direction des radios, Régis Ravanas quitte la direction des radios du groupe M6, donc RTL, RTL2 et Fun Radio. Il rejoint le groupe RMC BFM. Il est remplacé par Jonathan Curiel, lui débauché de la direction des contenus de France Inter. Et un autre départ d'Inter, c'est celui de Marc Fauvel qui dirigeait l'information. Il rejoint BFM TV pour revenir à la présentation. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. Toujours un immense plaisir de vous retrouver pour les carnets d'écoute. Tu diriges la société de production VO2X et comme chaque mois, on te retrouve pour les carnets d'écoute. Et on commence tout de suite par un coup de cœur pour Vosges FM et son bus tour. Tu as pris beaucoup de plaisir à écouter ça. Ah oui, j'en ai pris du plaisir avec Vosges FM qui, comme son nom l'indique, est donc la radio locale des Vosges, l'Est de la France. Ils ont décidé de partir en tourbus. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont mis toute l'équipe de la radio dans un bus. Donc Christophe et Julie, ça c'est le morning. Très cool d'ailleurs, j'aime beaucoup les voix, beaucoup de sourires. Christophe, lui, il est de là-bas, ça se sent. Il parle de son territoire en grand connaisseur. Donc ça, c'est la matinale. Ensuite, on a Mathéo qui prend la matinée. Il y a aussi le journaliste de la radio qui est avec eux dans le
tourbus et il s'arrête en réalité dans plein d'endroits iconiques. Donc des rendez-vous patrimoniaux par exemple pour faire découvrir les grands monuments de la région et puis principalement aussi, ça on va pas se mentir, beaucoup de trucs à manger, charcuterie, fromage, on en fait de la très bonne charcuterie et du très bon fromage dans les Vosges. Donc il s'arrête et puis il grignote tout ça en compagnie d'auditeurs et en compagnie d'invités. On peut aussi jouer, gagner des cadeaux. C'est tout un concept et j'ai trouvé ça plutôt cool pour une radio qui, à mes yeux, est une petite radio, par sa zone de diffusion, mais qui ose faire quelque chose qu'on adore, c'est de la proximité pure, de la proximité à 100%. Voilà, Vosges FM, bravo le tourbus, bravo à toute l'équipe, beaucoup de sourires. On a senti que vous vous êtes marrés pendant cette semaine de tourbus. Vous pouvez réécouter ça évidemment sur les réseaux sociaux, notamment de Vosges FM. Passer cette bien belle bourgade qui est Quichonpré. Est-ce que tu connaissais Quichonpré? Non. Ah, tu ne connaissais pas Quichonpré. Tu vois comme c'est beau, ce petit village au milieu de 2 vallées comme mais ça. Oui, c'est mignon. Il y a des locations, il y a des petits chalets, etc. Oui. C'est très sympa. On arrive maintenant à un endroit que le Festival de Cannes nous envie. À Gérardmer, on appelle ça la Croisette. D'accord. Oui, tu connaissais pas non plus la Croisette? On va la passer Croisette, j'habite à la Croisette à Dompère. Et là, ici, c'est la vraie Croisette. Parce que c'est Cannes qui a copié Gérardmer, bien évidemment. Ah. Non, c'est l'inverse, j'en sais rien, en fait. Le tourbus Vosges FM, ça continue, évidemment. On arrive à Gérardmer. Vous pouvez venir déposer votre CV, enfin qu'on le rappelle, ça quand même, c'est important. Oui, c'est très important. On a une boîte à CV dans le bus. Vous pouvez venir avec votre CV. Nous sommes en partenariat avec les agences de recrutement Temporis. Donc si vous cherchez du boulot, venez déposer votre CV. On les donnera à l'agence qui vous trouvera peut-être un CDI ou une mission d'intérim. On arrive, on se gare, place de la Gare à Gérardmer, 96.3 la fréquence. On arrive dans quelques minutes et on va parler de toute l'actualité de Gérardmer. Il y a plein de manifestations à Gérardmer qui arrivent dans les jours qui viennent. On va recevoir de nombreux invités dans le tourbus Vosges FM. À présent, un podcast assez culotté et qui parle d'argent. Combien ça gagne? C'est un podcast que j'ai découvert un peu par hasard et qui répond à cette question, combien ça gagne? Alors, combien ça gagne un pizzaiolo? Combien ça gagne un coach pour chef d'entreprise? Combien ça gagne un directeur de crèche? Combien ça gagne un designer, par exemple? Alors, ce que j'aime, c'est que c'est audacieux déjà parce que finalement, ça répond à la question. On a les réponses, on a les chiffres puisque l'invité du podcast, donc par exemple un coach en chef d'entreprise, répond objectivement, explique s'il est en entreprise, URL, SARL par exemple, combien il touche, quels sont ses frais. C'est très intéressant, ça part en fait à chaque fois d'un postulat. À ton avis, combien on imagine que ça gagne un pizzaiolo ou que ça gagne un directeur de crèche? Donc on imagine quelques chiffres et ensuite l'invité répond et nous répond avec sa propre histoire. Alors ça permet évidemment de découvrir le métier en question et le quotidien de ces professionnels et surtout ça permet de savoir combien ça gagne. Alors combien ça gagne un podcasteur sur des ondes Vocast, On sait qu'il faut investir pour faire mieux. Aujourd'hui c'est un peu du luxe de se faire coacher. J'ai plein de trucs à faire, je sais exactement sur quoi je dois bosser. 2025 sera une grosse année de coaching, une grosse année aussi d'expérience, de moments que je vais faire vivre à mes clients. Combien ça gagne un camion à pizza? Combien ça gagne un opticien? Combien ça gagne un chauffeur de taxi? C'est sûr que tu t'es déjà posé la question. T'as fait tes petits calculs dans ta tête, a priori, t'étais complètement à côté de la plaque. Toutes les semaines, je décortique un nouveau business pour comprendre exactement combien ça gagne. Et enfin, pour tous les amoureux du marketing et du son, découvrez Le Panier. Le Panier, c'est un podcast produit par Cosa Vostra, spécialisé dans les podcasts économiques. Ce podcast, il nous plonge en fait dans les coulisses du marketing et de tout ce qui est l'acquisition client. Assez technique, mais bon, faut aimer. Et puis, c'est aussi un podcast, c'est aussi quelque chose que j'ai bien aimé. Donc, c'est pour ça qu'il est dans les carnets d'écoute. Surtout parce que j'ai été complètement captivé par un épisode autour de Fitness Park. Donc, Fitness Park, c'est un peu comme Basic Fit, c'est-à-dire c'est une salle de sport. On découvre comment Fitness Park a inventé, a créé en collaboration avec une entreprise spécialisée, un sound design qui est utilisé comme ambiance immersive sur le site internet de Fitness Park et qui aide à convertir les visiteurs en clients. Voilà, donc c'était un épisode très très intéressant qui m'a fait découvrir ce podcast qui s'appelle Le Panier. Alors si vous aimez les stratégies marketing et que vous êtes sensible à l'entrepreneuriat, à l'acquisition de clients, à tout ce qui s'appelle les leads par exemple, vous pouvez écouter Le Panier. Nous, on en écoute justement un extrait maintenant.
On peut pas fredonner le son qu'il y a sur le site internet. C'est un sound design. Et un sound design, il intègre différents éléments qui doivent rappeler les émotions que tu as chez Fitness Park. Donc pour la personne qui n'est pas, je le rappelle, encore abonné chez Fitness Park, parce que c'est pour eux que ça a été fait, tu viens sur le site. L'objectif, c'est que tu ressentes, que tu puisses vivre avec les oreilles ce qui se passe dans un club Fitness Park. Et donc ça nécessite effectivement de faire des enregistrements sur place. Ça veut pas dire qu'on entend le bruit de la fonte, ou le bruit des machines. Après il y a un reconstruit, et j'invite tes auditeurs à aller l'écouter sur le site de Fitness Park. Extrait du panier. Merci Julien, on te retrouve le mois prochain. Des ondes Vocast, l'invité. Et tout de suite, on file comme prévu au Radio Days. Ça s'est passé en mars à Athènes. Et on accueille tout de suite Laurent Frisch de Radio France. Des ondes Vocast. Laurent Frisch, bonjour. Bonjour. Alors tu es intervenu au Radio Days Europe ici à Athènes. Quels sont les grands piliers de la stratégie numérique de Radio France ? Alors pour la schématiser, on a deux grands enjeux. Le premier, c'est la fidélisation de nos auditeurs. On a beaucoup d'auditeurs aujourd'hui. On tient à les garder alors qu'il y a une pression énorme vers la dispersion, vers les réseaux sociaux, vers les plateformes de streaming, les plateformes vidéo. La deuxième chose, c'est conquérir des auditeurs qui sont peu nos auditeurs ou pas du tout nos auditeurs, voire même des gens qui ne nous connaissent pas, malgré la notoriété des marques de Radio France. Certains, notamment dans les plus jeunes, peuvent ne pas nous connaître. Donc pour fidéliser, ce qui est au cœur de notre stratégie, c'est l'application Radio France. Donc on continue de développer des fonctionnalités. La personnalisation est en train d'arriver fortement, mais surtout on travaille beaucoup les parcours d'écoute et la façon dont on édite, voire on réédite notre fond de podcast. Par exemple, l'année dernière, en 2024, on a juste commencé, c'était un test, à rééditer des anciennes collections d'émissions de France Inter et de France Culture. France Inter et France Culture ont des radios qui ont 60 ans à peu près, et donc 60 ans de podcasts qui n'attendent qu'à revenir en ligne puisqu'elles ne l'ont jamais été. Et c'est ce qu'on a fait avec des collections thématiques de 2000 ans d'histoire, ça a cartonné. Donc ça c'est un exemple, et c'est le champ pour moi de la fidélisation. Le lieu, c'est vraiment l'application Radio France. La deuxième chose, c'est comment on va toucher des publics qui nous écoutent peu ou pas aujourd'hui. Et donc là, on a mis en place un système avec des cercles un peu concentriques. On essaie de toucher des gens qui sont plus ou moins proches de nous dans leurs usages. On va sur des plateformes de podcast, sur des plateformes comme YouTube, où je pense que l'usage n'est pas très très éloigné de la radio et du podcast, pour amener nos messages, nos propos éditoriaux avec des déclinaisons de nos émissions, parfois juste les émissions telles quelles, et avec un marketing audio et visuel qui dit au public: voilà, si vous aimez ça, vous en avez plus sur la plateforme Radio France. Et puis on va après chercher des gens plus loin. Là, le but, c'est pas de les convertir d'un claquement de doigts ou d'un clic à devenir des auditeurs. Quand on va sur Instagram, pour prendre cet exemple, on cherche à faire passer l'idée que y a des propos super dans un lieu qui s'appelle Radio France. Vous connaissez peut-être pas, mais on vous donne un avant-goût de ce que vous pourriez trouver. Donc on prend des extraits, des émissions, des moments, on recompose des modules vidéo, des carousels, des choses comme ça, qui donnent de la matière, qui donnent de la valeur ajoutée, qui donnent envie au public, à force de nous voir, d'aller peut-être plus loin avec nous. Les audiences de Radio France sont très bonnes, comparées à un marché radio qui est un petit peu terne et en baisse de manière générale. Est-ce que c'est le résultat de cette stratégie ? Est-ce que vous avez des moyens de le mesurer ? Je pense que c'est d'abord le résultat de la qualité des programmes, l'exigence qu'on met dessus. Et deuxièmement, je pense, oui, qu'il y a un effet de cette stratégie. On n'a pas de moyen direct de mesurer, si ce n'est qu'on voit la progression de la plateforme, mais l'efficacité de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, non. Si ce n'est qu'en une génération, en 25 ans, on n'a pas perdu, ou quasiment pas perdu, d'auditeurs chez les moins de 25 ans. Or, vous conviendrez qu'aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes auditeurs de moins de 25 ans qu'il y a 25 ans, mécaniquement. Ce qui veut dire qu'on a réussi à convaincre des gens de venir. Et comment ils nous ont découvert, comment ils ont eu envie de venir nous écouter. Je dis qu'il y a eu probablement un effet de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et sur notre stratégie de podcast. Historiquement, il y a quand même peu d'auditeurs qui avaient moins de 25 ans chez Radio France, à part Move. C'est un socle. Est-ce qu'il y a une stratégie particulière, disons, pas seulement pour les conserver, mais vraiment pour développer cette audience ? Alors c'est pas tout à fait exact, Move n'était pas une chaîne pour les moins de 25 ans il y a 25 ans. Aujourd'hui, la troisième chaîne des plus jeunes, c'est France Inter. Donc je pense qu'il ne faut pas enfermer ni les jeunes dans une idée que les jeunes aiment quelque chose et rien d'autre, ni qu'une chaîne comme France Inter ou France Culture sont dédiées à des personnes plus adultes, voire plus âgées. Ça n'est pas le cas. Des programmes de France Inter comme Affaires sensibles sont destinés à tous les publics, même les plus jeunes. Et là, par exemple, on a lancé récemment une thématique éducation dans laquelle on rassemble, en fonction des programmes scolaires,
des choix de podcasts venant de notre catalogue de 3 millions de sons qui sont construits par matière, par exemple pour réviser le bac. Et là, on s'adresse vraiment à des publics plus jeunes, clairement de 17-18 ans. Est-ce que vous valorisez autant l'écoute qui est en direct, donc le flux live, que les replays ? Alors je sais pas exactement si on doit dire replay, j'aime pas trop ce terme parce que les gens qui écoutent des podcasts n'ont pas l'impression d'écouter un replay. C'est de l'écoute à la demande. Il y a de l'écoute à la demande ou de l'écoute linéaire. Est-ce qu'on valorise autant en fait, ce qu'on valorise, c'est le nombre d'auditeurs qu'on a et le temps passé à nous écouter, quelle que soit la modalité. Que ce soit en radio linéaire, soit en podcast, ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Combien de personnes on arrive à toucher et combien de temps elles nous écoutent ? Dernière question, est-ce que tu peux nous donner des chiffres sur l'utilisation de l'app et son succès ? Alors l'application Radio France, elle a atteint 2 millions d'utilisateurs mensuels, ce qui est très bien, elle progresse très vite. Et ces utilisateurs, chacun d'entre eux écoute, donc c'est une moyenne, chacun d'entre eux écoute 30 sons par mois. Des podcasts, des radios, des web radios. 30, ça veut dire un par jour, c'est énorme. Très beau chiffre. Merci Laurent Frisch. Merci. Des ondes Vocast. Tout de suite, on retrouve Katia Sanero de Louis Média. Katia Sanero, bonjour. Bonjour. Tu es directrice générale de Louis Média, un des plus gros studios de podcast en France. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qu'est Louis Média, quand ça a été créé et qu'est-ce que vous faites ? Tout à fait. Alors Louis Média, c'est un studio de production de podcasts qui a été créé il y a un peu plus de 7 ans maintenant par Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounois, qui sont 2 journalistes qui étaient notamment à l'origine du podcast Transfert quand elles étaient chez Slate et qui ont souhaité créer Louis Média avant tout pour être un nouveau média podcast, faire ressentir le monde grâce à la force que procure l'audio, donc en mettant en avant des voix, des nouvelles voix et des témoignages. Donc aujourd'hui, sur l'activité média de Louis Média, on produit une dizaine de podcasts, dont 4 vraiment en permanence, qu'on appelle des podcasts de flux, et d'autres projets un petit peu plus ponctuels, comme les documentaires d'injustice par exemple. On a des podcasts donc qui sont très narratifs, incarnés par des journalistes de différents horizons. On couvre des thématiques comme Émotion, qui est un podcast de Marie Misset qui va investiguer les émotions qui nous traversent pour mieux les comprendre et mieux les vivre. C'est un podcast assez fantastique qui est régulièrement dans le top 10 de la CPM. Ou Passage, qui est un podcast d'histoire vraie narré à la première personne, où on a parfois différents points de vue sur une même histoire. Donc ça nous amène à nous interroger sur la nuance qu'on peut avoir sur une même situation. On a également le podcast Fête des Gosses et puis récemment on a lancé Faut que je te dise, qui est notre première production qu'on a lancée en simultané en 10 langues. C'est Marine Revol, la journaliste qui fait également le podcast Fête des Gosses, qui est à l'origine, qui porte ce projet. On a voulu étudier et analyser un petit peu les opportunités qu'offrait l'IA en développant un projet qu'on n'aurait pas pu faire sans, c'est-à-dire un podcast de capsules courtes à destination des jeunes femmes et qui traite tout un tas de sujets sur la santé, la liberté, le droit des femmes. Et notre objectif, c'était qu'il soit distribué le plus largement possible, d'où l'utilisation de l'IA, où on a cloné la voix de la journaliste Marine Revol. Alors, juste pour clarifier pour nos auditeurs, la voix est clonée, mais les scripts dans les 10 langues sont écrits par des êtres humains à la main. Exactement. Non seulement c'est donc la journaliste Marine Revol qui a travaillé sur ces contenus-là, qui ont été entièrement fact-checkés, mais même la traduction des épisodes pour qu'ils soient dans une traduction la plus adéquate avec ce qu'on a voulu faire, un ton chaleureux mais extrêmement sourcé avec extrêmement fact-checké. On a travaillé avec un cabinet de traduction journalistique avec qui on a l'habitude de travailler pour que ce soit le plus vrai possible et que ce soit vraiment un outil extrêmement sérieux. Donc ça, c'est la partie média de Louis Média, de l'entreprise Louis Média. On a aussi tout un autre pilier qui est Louis Créative. C'est en fait tout ce savoir-faire éditorial de production, de distribution et de monétisation qu'on met au service de nos partenaires qui sont d'autres médias.
médias, magazines comme Elle, pour qui on produit aujourd'hui tous les podcasts, mais aussi pour des marques, des grandes marques, du luxe à la grande consommation, l'énergie, l'automobile, vraiment des clients très différents, et puis des institutions. Et on peut les accompagner de façon un peu sur mesure, sur leurs besoins, que ce soit en audit, en conseil, en formation, mais évidemment sur toute la production audio-digitale qu'ils vont faire. Une question que se posent sans doute beaucoup de nos auditeurs, c'est comment se porte Louis Média dans un contexte où on entend beaucoup d'informations comme quoi l'industrie du podcast se porte moins bien qu'il y a quelques années. On voit Binge Audio qui est en difficulté. Comment se porte Louis Média ? Alors Louis Média va bien. Merci de s'inquiéter. Louis Média va bien. Nous, on est en croissance. On s'améliore d'année en année. On développe notre audience, on développe notre activité. C'est vrai que cette question, elle m'interpelle toujours parce que souvent on confond l'état économique du podcast avec l'état économique de jeunes sociétés qui peuvent se créer dans un contexte national voire international extrêmement difficile. Moi aujourd'hui quand je parle aux médias traditionnels, honnêtement ceux qui ont investi dans leur podcast et qui l'ont fait avec finesse et intelligence, ils sont tous rentables en fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on le voit sur les chiffres Kantar, on est sur des progressions du marché de l'audio digital à 2 chiffres. Ça ne fait que s'accélérer. Donc honnêtement, aujourd'hui, si on a un podcast avec un minimum de puissance, encore une fois, il a toutes les forces pour être rentable. Voilà. Après, quand on lance une activité from scratch, à partir de zéro, et ben forcément, les premières années sont des années d'investissement. Il faut créer des équipes, il faut développer son savoir-faire, il faut créer son audience et la garder, la conserver, créer une marque. Donc forcément, les premières années de développement d'une jeune entreprise, elles sont importantes. Et elle nécessite des fonds. Et c'est vrai que lever des fonds par les temps qui courent, c'est pas simple, particulièrement dans les médias, parce qu'en fait, on n'est pas des startups, donc on fait de la propriété intellectuelle, donc en fait, on a besoin de payer les gens correctement. Et puis, c'est vraiment des investissements qui peuvent être lourds quand on a peut-être un projet qui marche pas ou 2 dans l'année, ça peut vous mettre en réelle difficulté. Donc le podcast va bien, le podcast est en croissance. Après qu'il y ait des entreprises qui connaissent des difficultés à un certain momentum, ça arrive dans tous les marchés et pour le coup, il y en a aussi énormément qui se créent. Nous, au sein du PIA, qui est le syndicat des producteurs indépendants de l'audio, on a en moyenne 5-6 nouveaux entrants par an qui n'existaient pas il y a encore 24 mois. Une dernière question, tu as un événement qui s'appelle les Radio Days Europe, donc il y a radio dedans. D'ailleurs, tu as intervenu sur une des sessions. Ça montre que les Radio Days sont ouverts depuis bien longtemps à l'industrie du podcast. Je voudrais quand même te poser cette question. Comment l'industrie du podcast pur regarde l'industrie de la radio et vice-versa? Comment vous regardez les uns les autres? Bon, alors déjà, on est tous dans le même marché. Moi, c'est vrai que je suis très portée sur la collaboration entre les acteurs de l'audio digital. Entre entreprises de podcast, je trouve qu'on a réussi à atteindre ce niveau d'échange qui est nécessaire à penser la structuration du marché en bonne intelligence. On travaille, on collabore, nous, avec certaines radios, notamment privées. On aimerait le faire davantage encore avec le service public et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Moi, je les vois vraiment comme des partenaires. Bien sûr qu'on est concurrents au niveau de l'audience, mais on est concurrents aussi avec Binge, Lacmé, plein d'autres entreprises. Ça ne nous empêche pas de collaborer ensemble quand il s'agit de parler de la structuration du marché et de travailler des sujets qui sont indispensables, comme le développement de l'IA, la contractualisation, des sujets sociaux aussi qui sont évidemment importants quand un nouveau marché se développe. Donc voilà, j'espère que dans les années à venir, peut-être que certains acteurs de radio nous voient un petit peu comme de la concurrence avant de voir qu'on fait partie d'un même ensemble. C'est sûr qu'ils ont des sujets de transformation assez importants. Je pense qu'on a tous à gagner à échanger ensemble et à voir justement comment on peut se compléter. Nous, côté créatif, on produit pour des radios. On produit certains projets qui vont être demain des podcasts de radio. On a pu en former aussi certains. Donc moi, je pense qu'on est vraiment très complémentaires. On s'adresse à des publics parfois différents. En tout cas, on a tout à gagner à échanger. Et en vrai, nos vrais sujets, ils sont un peu les mêmes. Il faut ensemble qu'on adresse les problématiques face aux plateformes. Il faut ensemble qu'on adresse les problématiques sur
la régulation du marché, par exemple. On a les mêmes sujets au final, voilà, d'obtenir plus de data, d'améliorer la rentabilité de nos projets. Donc, clairement, l'événement le montre. L'audio digital est un grand tout. Ça va, les lignes vont continuer de s'affaiblir d'année en année. Et peut-être que demain, ce sera les audio days et pas juste le radio days. Mais voilà, et c'est vrai que voilà, il faut leur laisser le temps. Il faut laisser le temps au temps. Katia Sanero, merci beaucoup. De Louis Média, Louis avec un E. Merci beaucoup. Et maintenant, on va retrouver Lionel Guiffan de RCS. Des ondes Vocast. Lionel Guiffan, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur général de RCS Europe et tu es aujourd'hui au Radio Days avec toute l'équipe RCS, notamment pour parler d'une innovation qui est déployée juste as we speak, comme à l'instant, qui est le Zeta Cloud. Qu'est-ce que c'est ? Alors le Zeta Cloud, en fait, on l'avait déjà, on va dire, le nom existait déjà, mais c'était une extension, une page HTML qui se permettait de connecter sur le diffuseur qui lui était en studio et de faire en particulier des voice tracks et éventuellement de démarrer des sons à l'antenne, donc assez simple. Aujourd'hui, le nouveau Zeta Cloud, c'est vraiment le studio qui est totalement virtualisé, c'est-à-dire que vous êtes les gens ou les animateurs, tous les utilisateurs sont capables d'abord d'accéder à tout l'audio de la radio ou à d'autres radios éventuellement, en tout cas l'audio de la radio, de travailler donc sur la programmation et aussi de pouvoir faire des voice tracks bien sûr, mais surtout de pouvoir faire du live, c'est-à-dire d'être en direct et en utilisant soit les outils virtuels qui sont intégrés sur une console virtuelle qui permet donc de mixer vraiment comme si vous étiez en studio, ou carrément d'avoir des consoles physiques qui parlent au cloud directement. Et alors là, donc, vous avez le studio, il est mobile, il devient virtuel, mais avec un petit peu de hard, et on se retrouve n'importe où. Vous pouvez travailler n'importe où. Donc ça veut dire que concrètement, on pourrait créer une radio 100% virtuelle avec des animateurs qui sont un petit peu aux quatre coins du pays, n'importe où, et faire leur émission en direct avec un studio entièrement virtuel qui est entièrement sur le cloud. Absolument, et les animateurs peuvent même parler ensemble. S'ils veulent faire un talk show, ils peuvent être en même temps à l'antenne et faire leur émission totalement. Ou oui, évidemment, se réaliser eux-mêmes depuis n'importe quel endroit à partir du moment où vous avez une connexion. La solution, quels risques sont liés à ça ? Alors soit, j'imagine, la qualité de la connexion Internet, potentiellement le piratage, etc. Comment tout ça est protégé ? Alors on s'appuie évidemment sur les solutions actuelles du cloud et des plus grands opérateurs de cloud qui sont normalement très très protégés. Au-delà de ça, si vous n'avez plus de connexion, de toute manière, tout étant stocké dans le cloud, ça va continuer à diffuser. Effectivement, vous serez plus en live, mais aujourd'hui, c'est un petit peu... c'est le point faible dans le sens où évidemment il faut avoir de la connexion. Après, sur le piratage aujourd'hui, je pense que sur le cloud, vraiment, il n'y a encore jamais eu de piratage réel. C'est quand même des choses qui sont très très sécurisées. Il y a combien de clients qui utilisent cette nouvelle solution ? Alors c'est déployé aujourd'hui, c'est ça ? Donc est-ce que les clients qui étaient déjà sur Zeta l'ont automatiquement ? Comment ça fonctionne ? D'abord, il y a déjà un groupe majeur aux États-Unis qui s'appelle Earth Media qui l'utilise sur 360 de ses radios aujourd'hui. Ils en ont 800 et quelques, donc il y a encore un petit peu à faire, mais néanmoins c'est beaucoup. Et moyennant quelques euros par mois, oui, nos clients actuels pourront l'utiliser parce que de la même manière que la partie cloud, l'ancienne partie cloud, on va dire, de toute manière, il faut bien que nous on paye le cloud. C'est pas spécialement pour nous, c'est qu'on a des factures du cloud, donc il faut payer les factures du cloud. Donc, mais du coup, c'est vraiment pas cher. Très bien. D'autres innovations à part ça chez RCS ? Oui, quelque chose qu'on va amener sur le marché français là, qui s'appelle Audio Display, qui est donc la gestion des métadatas qu'on commence à connaître, en particulier avec le DAB. On affiche la pochette pour afficher toutes les infos liées au titre, mais aussi la possibilité d'avoir un système de vente intégré pour les métadatas et donc de pouvoir commercialiser à la fois sur du DAB, pas seulement en image, également en texte, ou pourquoi pas sur le radiotexte du RDS qu'on manage aussi avec ça. Très bien. Merci Lionel Guiffan. Merci, au revoir. Et on accueille à présent Jacqueline Birost, la présidente du World DAB. Une interview en anglais. Vous retrouverez la traduction juste à la fin. Des ondes Vocast. Jacqueline Birost, good morning. Good morning. You are the president of the World DAB. What are the latest about the DAB Plus developments in Europe and beyond?
Well, we heard this morning that Greece is also going to expand their distribution with commercial broadcasting all over Greece. So that's new. So we're very happy on that. So it will be more than just a public broadcaster in Athens, but it will be commercial broadcasters as well, all over Greece. So that's good. 2 weeks ago, we heard in Turkey, in Istanbul, they launched DAB+. Only 12 stations now, but opportunity to grow to hundreds of them. So that's lovely news. As we know, Turkey is important. It's a big country and a lot of take-up. And Switzerland switched off the public broadcaster. And it's exciting. We will have a session tomorrow. And I will be talking about Switzerland as well in the panel. And we will hear more about that, so more to come tomorrow. What is lovely is that you see that DAB+ has been embraced and find so important for broadcasters to have their own ecosystem at the heart of their radio, to control their own distribution. So I loved the talk this morning from Stefan from ARR, that he said content is king and distribution is King Kong. So that was kind of nice. Okay, so without spoiling the session of tomorrow, for our listeners that are not attending Radio Days Europe, can you say in a few words how is it going since January and the switch off of FM for public broadcasters? Well, you could see that there was some figures saying that they lost 25% of their listeners. So that is really, if that would happen to commercial broadcasters, it's like, you don't want that. But we don't have figures till now. So that was just the beginning, and it was not a real research thing that's proven. So we will hear more about that, and there is a lot of trust that it will be better and improve pretty soon. So the pain is temporarily. This is also why Switzerland chose for the public broadcaster to switch off first, and later the commercial broadcasters, to give them more time to get adjusted and to get the first hit. We saw in Norway that it was very rapidly back on track and even higher. And we see that digitization of radio leads to broaden the cake instead of making thinner slices. So we are optimistic about Switzerland. But it's of course something that we will talk about tomorrow. Okay, so it's a pain to go through in order to have a better offer ultimately. Yes, that's ultimately the case. And of course at a much lower cost. If you do the maths, that is the reason why people are digitizing. So it is a choice to make for the environment, economically, and for safety emergencies in your country. What about beyond Europe? We know that DAB is present in Australia. What about other countries in the world? Well, I recently visited just 2 weeks ago in Riyadh, Saudi Arabia, where DAB+ has been launched, let's say over 14-15 months ago. So we know in Indonesia there's a take-up of DAB+ next to Australia. Thailand has been doing lots of tests and is going to roll out. We don't know the exact date yet. So there are many more countries involved in DAB+ and finding it important to have it as their safety net, to have good broadcast at the heart of radio. Jacqueline Bierhorst, thank you. You're welcome. Alors Jacqueline Bierhorst est la présidente du World DAB. Je lui ai demandé quelles étaient les dernières nouvelles à propos du DAB. Tout d'abord, la Grèce a annoncé lors des Radio Days l'extension de sa diffusion sur l'ensemble du pays et l'arrivée des opérateurs privés, alors qu'avant il n'y avait juste ici que les opérateurs publics et seulement sur Athènes. Elle a aussi mentionné qu'en Turquie, Istanbul avait lancé la diffusion de 12 radios, ce qui était une nouvelle importante car c'est un grand pays. Et puis aussi, il y a la Suisse qui a commencé à éteindre l'AFM. Cela concerne pour l'instant les opérateurs publics. Jacqueline résume la bonne santé du DAB en citant le président de l'Association européenne des radios qui, durant les Radio Days, a dit que si les contenus sont rois, eh bien la distribution est méga roi, c'est-à-dire cruciale. Alors, en ce qui concerne la Suisse, j'ai demandé à Jacqueline comment s'était passé le début de l'extinction de l'AFM. Alors Jacqueline a noté que la presse avait cité des baisses de 25% d'audience en janvier suite à cet arrêt, mais que ces chiffres étaient très partiels et n'avaient pas d'échantillonnage
assez important car la période était trop courte. Elle souligne cependant que le fait que les radios publiques expérimentent cette extinction en premier permet aux radios privées de s'adapter vu qu'elles ont un impact commercial. Elle note qu'en Norvège, effectivement, il y a eu des baisses au début, mais qu'après, l'audience était remontée et à des niveaux encore plus forts qu'avant, et que donc ces moments un peu difficiles à passer au début permettent ensuite d'offrir aux auditeurs encore plus de contenu et à des coûts de diffusion inférieurs. J'ai enfin demandé à Jacqueline quelle était la situation du DAB en dehors d'Europe. Elle a cité la diffusion bien sûr en Australie, mais aussi des diffusions en Arabie Saoudite, en Indonésie, en Thaïlande et encore dans d'autres pays à venir. Des ondes Vocast. Et à présent, on retrouve Eric Adelbrecht de maradio.be. Eric Adelbrecht, bonjour. Bonjour. Tu es administrateur délégué de maradio.be, qui est le consortium pour la mise en place de la radio numérique en Belgique francophone, donc aussi bien le DAB que la diffusion notamment par Radio Player. Quelles sont les dernières nouvelles concernant maradio.be et la digitalisation, la numérisation de la radio en Belgique francophone? Eh bien que la digitalisation continue à bien se porter, qu'elle continue à évoluer, et ce qui fait que finalement le travail qu'on fait depuis maintenant plus de 10 ans pour prendre l'auditeur par la main, pour lui expliquer ce que c'est que le digital et la radio via le digital, et puis lui faire changer ses habitudes, fonctionne plutôt bien. Donc on est assez satisfait de cette évolution, puisque grosso modo 50% aujourd'hui du volume de l'écoute de la radio se fait par le numérique, et très certainement sur les moins de 55 ans, la transition, la bascule a déjà eu lieu. Donc dans ces parts de marché, donc quelle est la part de marché qui vient de l'écoute digitale en ligne, du DAB et le reste de la FM? Alors grosso modo, la première consommation digitale, c'est le DAB+, qui devrait faire de mémoire 27%. Puis il y a l'IP, qui est aux alentours de 16%. Et puis la télévision via les box, qui fonctionne plutôt pas mal aussi, qui est dans l'ordre de 12%. Et le socle qui reste en FM, ça fait à peu près combien? Alors le socle qui reste en FM est de 51%. Donc il y a du 51-49. Donc on est presque à moitié-moitié. Mais la FM a encore un léger avantage. Est-ce que vous avez des objectifs sur ces parts de marché de digital, d'objectifs? C'est-à-dire, vous visez, je ne sais pas, 70% disons d'écoute en digital à un certain horizon de temps? On vise 100% d'écoute digitale. Le problème, c'est de savoir quand et à quel rythme, parce que si derrière tout ça, c'est l'extinction de la FM, ça ne se fera qu'une seule fois et il ne faut pas se rater. Donc ce que l'on fait, c'est tous ensemble, avec le secteur, on travaille justement à des objectifs chiffrés à atteindre et un seuil auquel on pourra se dire, bon ok, le travail est fait et donc on va pouvoir imaginer l'extinction de la FM. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, on continue et on voit ces progressions qui s'intensifient. On continue à travailler pour que tout le secteur puisse à un moment donné trouver un dénominateur commun et s'entendre sur ces seuils à atteindre et le communiquer au gouvernement. Parce qu'à un moment donné, ça sera aussi une décision politique. Mais donc, on a des objectifs, mais qui ne sont pas encore aujourd'hui chiffrés et qui ne nous donnent pas une ligne du temps très claire. Alors, la Suisse a commencé à éteindre sa FM, d'abord avec les acteurs publics, donc depuis janvier. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience et des premiers retours du terrain de cette extinction qui s'est passée donc, après celle de la Norvège il y a quelques années? Alors d'abord que c'est très courageux, que c'est bien qu'à un moment donné le service public ait décidé de le faire, parce que sinon on pouvait reculer ça encore pendant des années. Le retour qu'on en a, au-delà d'un petit stress de début d'année, de se dire « Oula, il y a eu un impact sur l'audience », finalement, il n'y a pas d'impact négatif très clairement mesuré. Il faudra attendre un petit peu de temps. Mais finalement, ça n'a pas l'air de se passer si mal que ça. Donc, voilà ce qu'on retient, nous, aujourd'hui, c'est il faut monitorer tout ça. Il faut, à un moment donné, avoir le courage de le faire. Il faut trouver le bon moment pour le faire. Et que l'ensemble du secteur soit d'accord pour y aller. Parce qu'on ne va pas pouvoir le morceler, c'est assez compliqué à un moment donné, ne serait-ce que pour l'auditeur, pour comprendre, tiens, telle radio n'est plus disponible en FM et l'autre pas. Il faut qu'il y ait un mouvement et un signal à un moment donné vis-à-vis de l'auditeur, qui est quand même en bout de course l'élément principal de cette extinction.
Alors l'autre pilier du numérique, hormis le broadcast avec le DAB+, c'est Radio Player. Donc Radio Player est installé en Belgique. Pourquoi c'est important d'être sur cette plateforme européenne ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un projet qui est piloté par l'industrie elle-même. Donc c'est vraiment les radios qui sont derrière cette application. Deuxièmement parce que c'est un partenaire commun à tous. Donc quand on discute avec l'industrie automobile, quand on discute avec les constructeurs, nous sommes les seuls à pouvoir discuter au travers de Radio Player avec cette industrie-là parce que tous les flux, entre guillemets, nous appartiennent. Et donc il y a un principe de solidarité dans cette écoute digitale en streaming pour combattre les sociétés de technologie et les gros agrégateurs étrangers qui prennent notre place dans cette discussion digitale et qui vont voir les constructeurs en disant « nous sommes les représentants des radios ». Ce qui n'est pas vrai, ce sont juste des sociétés de technologie qui n'ont, pour certains, pas le droit de commercialiser et de faire commerce des flux. Donc c'est très important de se retrouver tous fédérés derrière un projet commun et d'avoir une solidarité sur un territoire comme la Belgique, la France, l'Allemagne, etc. et de travailler tous ensemble pour viser, à un moment donné, une extinction sereine et contrôlée de l'AFM. Eric Adelbrecht, merci. Merci. Et pour terminer, on accueille Lawrence Harrison de Radio Player Monde. L'interview est en anglais. Vous trouverez la traduction à la fin de l'entretien. Des ondes Vocast. Lawrence Harrison, good afternoon. Good afternoon. You are the Chief Partnerships Officer at Radio Player. What does your role consist on? So I lead all the work with our partnerships with people like the car companies, who are our main focus, but also increasingly talking to broadcasters and other big tech providers. So today you are at Radio Days for a few days, and what are the main innovations that you are presenting during these Radio Days? Well, for us, it's a really big event because we're prototyping and showing for the first time a hybrid radio experience that has some really cool new features, which we think are great for the listener, but also for broadcasters. So we have a working prototype demo of a fully automotive compliant hybrid radio, which does two things. Firstly, it will sync with all your other radio player apps, whether it be the mobile app or the TV app, so that if you're listening to your favorite station on your mobile, you get into the car, if you've synced it up, it will continue playing the live radio station or the podcast that you were listening to before, and vice versa when you get out of the car with your other devices. Secondly, we're also demoing a more feature, which is a kind of deeper dive into a radio station's content. And that can be delivered either through doing a link to a broadcaster's own automotive app, or Radio Player. If we have the metadata, we can also provide that additional more content. But that link to the broadcaster app has never been demoed before, and we're showing it here for the first time. So what is really important for Radio Player is to indeed improve this user experience, but it's also to get more partnerships with car manufacturers to make sure that this application is present in cars. What is the status of the partnerships that you are making worldwide with the car manufacturers at this stage? Yeah, sure. Well, first of all, it's worth saying that from a Radio Player perspective, we see ourselves as quite unique in this space because we're supported and owned only by radio broadcasters. We're acting strategically on behalf of the radio industry. And one of the things we do is fight for radio's prominence. And to secure that, we need to have a really good user experience, is what we're showing today. In terms of the status of the partnerships, well, we're starting from a good place. So we've already got 4 million cars on the road in Europe and partnerships with 15 car maker brands. But I think we're in a bit of a moment when it comes to these partnerships and collaborations between Radio Player, the radio industry and car makers. So in the coming weeks and months, you'll hear some announcements from us about new partnerships with hopefully more to come throughout the rest of this year. So yeah, we're really pleased and things are going well. So present in cars, but obviously you need also to have Radio Player present in the maximum of countries. So Radio Player started in the UK. Now you have quite a good footprint in Western Europe. What is the status as well of your deployment in other countries?
Yeah, it's a really good question, and we're working really hard to build an international presence for Radio Player. So as you said, we're almost complete across Europe now, and there's going to be some new announcements of countries joining Radio Player again in the coming days. But we're working hard to expand those relationships to other key regions: North America, South America, Asia, and Middle East and Africa. And that's going really, really well. I think people see the Radio Player collaboration as something that's really important for cars. And something that can help them fix, the continued listening to radio in what is becoming a more competitive environment. So yeah, it's a really important initiative for us to grow internationally, and we're doing a lot of work on that at the moment. One last word, the EBU, so representing public broadcasters mainly in Europe, have released the playbook for the presence of radio in cars. Have you contributed to this, and why is it important for the industry? Yeah, so the Playbook initiative is something that we've been across since it launched, and it's unsurprising because most, if not all, of the members of the EBU are also part of Radio Player already. And what that provides is a set of guidelines, if you want, guidelines, and starts to present a roadmap for radio in cars. And the difference, I think, is we've been working closely with the Playbook, and we'll continue to do so. I think the thing about Radio Player is that we are the delivery mechanism for those guidelines. So we are taking some of those things there and other features, and we actually work with the car companies to bring them to life in the car, and not just with public service broadcasters, but with all broadcasters, whether they be public service, commercial, large or small. So I think that's important because we're an enabler for those guidelines and a delivery mechanism, and we've been working closely with them. We'll continue to do so, but at the same time we're bringing all of our broadcasters with us on this journey. And what we're showing on the stand today is the first steps towards a kind of a longer term vision for radio in the car that we want to deliver in collaboration with all our broadcasters, including the Playbook and EBU. Lawrence Harrison, live from the Radio Days. Thank you. Thank you very much. Alors, Lawrence Harrison est le Chief Partnership Officer de Radio Player Monde. Je lui ai demandé en quoi consistait son rôle. Eh bien, il s'occupe principalement des partenariats avec les constructeurs automobiles, très importants pour Radio Player, mais aussi ceux avec les radios dans les différents pays. Je lui ai ensuite demandé quelles étaient les innovations qui avaient été présentées durant ces Radio Days. Il a dit que la principale innovation, c'était ce prototype de radio hybride qui a été présenté pendant 3 jours sur le stand de Radio Player et qui apporte 2 innovations majeures. La première, c'est la synchronisation de l'application entre appareils. Radio Player se synchronise entre son mobile, sa télé connectée et sa voiture, ce qui permet une écoute en continu quand on bascule d'un appareil à l'autre. Par exemple, quand on rentre dans sa voiture, la voiture reprend le flux du programme que l'on écoutait sur son mobile. La deuxième innovation de ce prototype, c'est ce qu'il appelle le Deep Dive en anglais, ou la navigation en profondeur, qui permet à travers l'application Radio Player non seulement d'écouter la radio, bien sûr, et les podcasts via Radio Player, mais aussi, si on veut aller plus loin, de cliquer sur un lien qui, cette fois-ci, ouvre l'application propre de la station de radio et potentiellement retrouver encore davantage de contenu et de services. J'ai demandé ensuite à Laurence quel était le statut des partenariats avec les constructeurs automobiles. Il a dit que c'était déjà bien avancé, avec déjà 4 millions de voitures sur les routes en Europe équipées de Radio Player, et bien que cela grâce au partenariat avec déjà une quinzaine de constructeurs automobiles. Il dit que c'est un moment crucial pour l'implémentation de Radio Player qui, on le rappelle, appartient à l'industrie radio et que de nouveaux partenariats avec des constructeurs seront annoncés cette année. J'ai demandé ensuite à Laurence quel était le statut des partenariats, cette fois-ci avec les différents pays, puisque Radio Player est implémenté pays par pays avec les éditeurs radio locaux. Il a confirmé que le statut de l'Europe était déjà très avancé avec la majorité de pays couverts, qu'une extension était encore en cours sur l'Europe de l'Est et à présent qu'il y avait une ambition d'extension sur les autres continents, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. J'ai enfin demandé à Lawrence si Radio Player avait participé à la rédaction du livre blanc de la radio en automobile préparé par l'IBU ou UER, l'Union européenne de radiodiffusion, qui représente les médias du service public en Europe. Alors ce livre blanc ou playbook donne les bonnes pratiques sur la présence de la radio en automobile. D'abord sa présence tout court, puis son intuitivité sur les tableaux de bord et puis les services associés.
Laurence Harrison a confirmé que Radio Player avait participé de manière très importante à ce livre blanc, ne serait-ce que parce que Radio Player, avec son expérience unique et le fait qu'elle appartienne aux radios, eh bien, a développé ses principes au fur et à mesure des années. Ce retour d'expérience a donc nourri ce livre blanc de bonnes pratiques. Des ondes Vocast, Des ondes Vocast, l'univers de la radio l'univers de la radio. en podcast. En podcast. Et voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Radio Days Europe. C'était Olivier Audou au micro. Merci à tous nos invités qui sont venus parler au micro depuis les couloirs des Radio Days. Merci aussi à Julien Vigier pour ses carnets d'écoute. Et quant à Rémi Bertolon, eh bien, vous le retrouverez dans une douzaine de jours pour un numéro hors série spécial archive des ondes Vocast. Ce sera le 15 avril. Quant à nous, on se retrouvera pour un numéro complet le 1er mai. Salut! Des ondes Vocast.